L'histoire commence et il est expliqué que le pouvoir astral est une énergie étrange qui sommeille sur cette planète, et il est trop puissant pour que les humains puissent l'utiliser. Ceux en qui réside le pouvoir astral sont redoutés en tant que mages ou sorcières et opprimés par ceux de l'Empire. Les sorcières et les mages vivent dans un pays appelé la souveraineté de Nébuli, et l'Empire est un endroit où de nombreuses personnes ont été blessées par le pouvoir astral, et ces deux nations sont toujours en guerre. Nous voyons ensuite qu'un an avant le présent, un disciple saint nommé Iska a aidé une sorcière de Nébuli à s'échapper de la prison de l'Empire, et de retour au présent, Iska se tient devant les 8 grands apôtres. Nous découvrons qu'il était le plus jeune de l'histoire à obtenir le titre de disciple saint, mais dès qu'il a été promu, il a été condamné pour avoir libéré une sorcière emprisonnée. Cela a conduit à sa rétrogradation de disciple saint, mais aujourd'hui, il va être libéré. Ces actions constituaient un grand crime car leur nation est en guerre avec les sorcières depuis plus de 100 ans, mais ils vont lui offrir une opportunité de se racheter. Ils expliquent que leurs ennemis de longue date se nomment désormais mages astraux, et qu'il devra affronter la sorcière du fléau de glace. Ce n'est pas une sorcière ordinaire, elle est la descendante directe de la grande sorcière Nébuli, et par le passé, la grande sorcière a transformé l'Empire en une mer de flammes. Ses descendants sont appelés les Pureblood, et ils possèdent un grand pouvoir astral. Ils libèrent alors Iska, lui rendent ses épées, et mentionnent qu'ils lui fourniront un véhicule de transport pour les lignes de front dans 17 heures. Il peut demander tout ce dont il a besoin, et Iska mentionne qu'il aimerait avoir 3 membres particuliers dans son unité. La scène se coupe ensuite à un garçon nommé Jin rencontrant une fille nommée Nen, et il lui dit qu'Iska est de retour et qu'il se prépare pour une mission. Il le rencontre à minuit aujourd'hui, et il se dirige vers les lignes de front. Ensuite, les 3 se retrouvent à minuit, et Nen félicite Iska pour sa libération. Il remarque que leur capitaine est également là, et elle tombe en se dirigeant vers eux, et nous découvrons qu'elle est maladroite. Elle est présentée comme Miss Me, et elle est ravie de les voir tous ensemble à nouveau. Nous découvrons qu'ils sont la 7e unité de la 3e division de la défense spéciale pour l'humanité, et ils se rendent aux lignes de front. En route, Miss Me se demande quel genre de mission c'est, et Jin leur dit qu'ils vont réprimer la sorcière du fléau de glace. Miss Me est surprise d'entendre cela, et Iska lui dit qu'il a été libéré de prison dans le seul but de capturer ce mage astral. Miss Me pense qu'il a été piégé par les 8 grands apôtres, et elle explique que la sorcière du fléau de glace est apparue pour la première fois sur le front nord à Yubel. Elle a franchi la ligne et est revenue seule, et depuis, certaines personnes disent qu'elle est le mage astral le plus puissant de l'histoire. Jin déclare qu'elle n'a aucune information sur Iska, car il a été emprisonné juste après être devenu disciple saint, ce qui signifie que leurs gardes seront baissés. Les apôtres comptent probablement sur cela, et Miss Me se demande s'il va vraiment mener à bien cette mission. Iska mentionne qu'il n'a pas d'autre choix, et il déclare qu'il veut juste mettre fin à cette guerre. La scène se coupe ensuite à eux dans une base près de la ligne de front, et il remarque que cette base a un grand réacteur, mais qu'il n'y a que quelques troupes déployées ici. Ils se demandent pourquoi, et Nen leur dit que ce réacteur n'est pas encore terminé. Comme il y a eu beaucoup d'attaques de mages dernièrement, ils ne peuvent pas épargner suffisamment de main-d'œuvre pour terminer cela, et Miss Me réalise que c'est pourquoi il y a si peu de personnes ici. Jin mentionne ensuite que le cycle de l'Empire créant des réacteurs et des sorcières venant les détruire ne finira jamais à moins que quelqu'un ne mette fin à cette guerre de force. La scène se coupe ensuite à l'unité d'Iska se dirigeant vers le front, et ils sont attaqués par des mages en chemin, alors ils sautent de leur voiture. Ils se demandent ce que font les mages en territoire impérial, et ils découvrent que les mages ont percé leur défense de première ligne. Ils demandent des renforts, et Jin déclare qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Un mage de feu tente alors d'attaquer Jin, mais Iska coupe l'attaque, et les mages astraux sont surpris de voir cela. Jin tire ensuite sur l'un des mages, mais elle dévie ses balles, et d'autres mages astraux cachés dans le sol sortent. Voyant qu'ils ont pu dissimuler leur présence, Iska pense qu'ils sont assez talentueux, et il demande de l'aide à Nen. Nen déploie alors des fusées anti-pouvoir astral, et Jin et Iska éliminent tous les mages astraux. Une servante nommée Rin arrive alors, et elle crée un golem pour combattre. Iska coupe la main du golem, et il dit aux autres d'aller de l'avant et de soutenir leurs forces pendant qu'ils s'en occupent. Ils partent, et le golem régénère sa main. Il attaque ensuite Iska, mais il parie l'attaque, et elle se demande s'il est un disciple saint. Il mentionne qu'il répondra à cette question seulement si elle peut lui dire où se trouve la sorcière du fléau de glace, mais elle refuse. Ils continuent leur combat, et Iska la met dans une situation délicate. Elle essaie de s'échapper, mais il la rattrape à nouveau, mais avant qu'il ne puisse la blesser, la sorcière du fléau de glace arrive. Elle gèle toute la zone autour d'eux, et Rin lui dit de faire attention, car les épées d'Iska peuvent couper et bloquer les arts astraux. Iska remarque alors que l'attaque de la sorcière a également brisé le réacteur, et il se demande si c'était son plan depuis le début. La sorcière lui demande ensuite qui il est, et il déclare qu'il est venu ici pour la capturer. La sorcière lui dit qu'il n'est pas capable de cela, et elle lui demande son nom. Il se présente, et il lui demande son nom. Elle se présente comme Alice Liez ou Nébuli la 9e, ou Alice pour faire court. Elle attaque ensuite Iska avec des épées de glace, et Iska par l'attaque, mais certaines des épées parviennent tout de même à le blesser. Elle se demande si c'est le mieux qu'il puisse faire,
et il utilise le pouvoir de son épée blanche pour reproduire l'attaque d'Alice et détruire ses épées. Il essaie ensuite de l'attaquer, mais elle se défend avec un bouclier de glace, et elle lui dit d'abandonner. Il mentionne qu'il ne peut pas abandonner, car il doit mettre fin à cette guerre. Il l'attaque ensuite à nouveau, et elle recule. Il lui dit de se rendre, mais elle mentionne qu'elle ne peut pas se retirer jusqu'à ce qu'elle ait vaincu l'Empire et unifié le monde. Cela mènera à une paix éternelle, et c'est l'avenir qu'elle désire. Elle tombe ensuite, mais Iska la rattrape. Elle lui demande ce qu'il fait, et il déclare que c'était juste un réflexe. Elle saute ensuite hors de ses bras, et elle dit à Rin qu'il se retire pour aujourd'hui. Elle mentionne qu'Iska n'aura pas cette chance la prochaine fois, et elle part. Les coéquipiers d'Iska arrivent ensuite, et ils remarquent que la sorcière du fléau de glace est aussi extraordinaire qu'ils l'ont entendue. La scène se coupe ensuite à Alice chez elle, et elle se souvient de son combat avec Iska, et du fait qu'il veut mettre fin à cette guerre. Elle n'arrive pas à penser clairement, et elle mentionne qu'elle a besoin de changer d'air. Elle montre à Rin les billets d'un opéra, et Rin n'est pas surprise qu'elle veuille encore aller dans une ville neutre. Ensuite, nous les voyons regarder la pièce, et c'est si triste que cela fait pleurer Alice. Elle ne peut pas sécher ses yeux car son mouchoir est complètement trempé, et un garçon assis derrière elle lui propose son mouchoir. Elle le remercie, et après la fin de la pièce, elle lui dit que son mouchoir est trempé, donc elle va lui payer pour cela, mais il lui dit de ne pas s'en soucier, et lorsque les lumières s'allument, elle remarque qu'Iska était assis derrière elle, et ils sont surpris de se voir. L'histoire revient ensuite dans le passé, et nous voyons qu'après son combat avec la sorcière du fléau de glace, Iska a du mal à dormir. Le lendemain, Missmi lui demande comment il se sent, et il déclare qu'il a juste du mal à dormir. Elle lui demande si quelque chose le dérange, et il mentionne qu'il ne peut pas arrêter de penser à son combat avec la sorcière du fléau de glace. Missmi pense que le combat pourrait lui avoir laissé une cicatrice émotionnelle, car il s'est terminé par un match nul, et elle pense que ce n'est pas si surprenant puisqu'il a combattu la sorcière du fléau de glace. Elle déclare qu'un changement de décor pourrait l'aider à se remonter le moral, et elle l'emmène dans sa chambre. Elle lui dit qu'il doit sortir au lieu de rester enfermé à l'intérieur, et elle lui donne des billets pour une pièce sur l'amour tragique du chevalier Béatrix. Elle mentionne que cette pièce est jouée chaque année dans une ville neutre, et c'est génial. Elle lui dit d'y aller demain, et nous voyons Iska rêver de son maître lui disant de ne jamais perdre ses épées car elles sont le seul espoir de restaurer ce monde. Ensuite, nous voyons Iska se réveiller, et il pense que cela fait un moment qu'il n'a pas rêvé de son maître Crosswell. Il pense que c'est probablement parce qu'il n'a pas utilisé les épées astrales depuis un certain temps, et la scène se coupe ensuite à lui à l'opéra. L'histoire revient ensuite au présent, et Alice demande à Iska pourquoi il est ici. Elle se demande s'il l'a suivi ici, et elle mentionne qu'ils vont en finir une bonne fois pour toutes. Rin lui dit qu'elle ne devrait pas prendre de mesures hostiles ici car c'est une ville neutre, et tout conflit est strictement interdit. Alice déclare qu'elle le sait, et elle mentionne que toutes les villes neutres seront contre elle si elle attaque maintenant. Elle déclare ensuite qu'elle devait se sentir mal à l'aise pendant la pièce à cause de lui, et Iska lui dit qu'elle semblait concentrée sur la pièce, et qu'elle pleurait aussi à chaudes larmes. Elle déclare que c'était juste de la sueur, et elle lui dit d'oublier tout ce qu'il a vu. Alice et Rin quittent ensuite l'opéra, et Alice remarque qu'Iska ne les suit pas. Elle mentionne qu'elle devrait aller manger quelque chose, et elle se dirige vers un restaurant. Elle découvre que toutes les tables sont réservées, et la serveuse leur demande si elles accepteraient de partager une table avec quelqu'un. Elles acceptent, et s'assoient à une table. La personne qui a réservé la table arrive ensuite, et Alice est surprise de voir qu'il s'agit d'Iska. Rin se demande pourquoi il est ici, et il mentionne que c'est le restaurant le plus proche de l'opéra, et aussi très populaire. Il avait même une réservation ici, et Alice pense qu'elle devrait manger ensemble pour l'instant, mais elle dit à Rin de rester sur ses gardes. Rin demande à Alice si elle en est sûre, et Alice mentionne que cela semblerait qu'elle fuit de peur si elle parte maintenant. Rin accepte, et Iska et Alice essaient de prendre le menu en même temps, ce qui rend la situation embarrassante, et chacun dit à l'autre de passer en premier, mais finalement, ils décident de regarder le menu ensemble. Ils choisissent ce qu'ils veulent, et en commandant, ils commandent tous les deux la même pâte, et ils le disent en même temps. Ensuite, ils mangent les pâtes, et découvrent qu'ils aiment tous les deux les pâtes et les apprécient de la même manière. Rin leur dit qu'elle aime ses pâtes cuites différemment, et Alice et Iska forment une alliance culinaire temporaire pour défendre l'honneur des pâtes qu'ils aiment. La scène passe ensuite à Alice dans sa chambre dans la souveraineté, et Rin lui dit de garder les événements d'aujourd'hui secrets. Alice dit qu'elle le sait, et elle regarde le mouchoir d'Iska. Rin lui dit qu'elle devrait s'en débarrasser car il appartient à un ennemi, et elle mentionne que ce bretteur pourrait devenir leur plus grand obstacle un jour. La scène se coupe ensuite à Iska et Alice essayant de dormir la nuit, mais ils ont tous les deux du mal à dormir. Nous voyons ensuite Iska rêver de l'époque où il était dans un train en tant qu'enfant, et le train a été déraillé par des monstres. Il a combattu les monstres, et une sorcière de glace qui était aussi dans le train l'a aidé. Le lendemain, nous voyons Iska s'entraîner avec le reste de son escouade, et Rezia vient les rencontrer. Iska lui dit que c'est incroyable qu'elle soit devenue membre du conseil spécial du quartier général, et Jin se demande quel genre de problème elle leur a apporté aujourd'hui.
Rezia leur dit que l'unité de Miss Mi sera sous son commandement pour la prochaine mission, et Miss Mi n'est pas très contente de cela, car Rezia est trop intelligente, et ses stratégies sont difficiles à comprendre pour elle. Rezia lui dit qu'elle va s'en sortir, et elle mentionne qu'elle a entendu qu'Iska a des problèmes de sommeil, et elle lui donne des billets pour une exposition d'art. Elle dit qu'elle a gagné cela d'un subordonné dans un jeu, mais qu'elle n'est pas intéressée par l'art, donc Iska devrait les utiliser à la place. Iska remarque que l'exposition se déroule à N, et ensuite, nous voyons Alice rendre visite à sa mère dans une chambre souterraine. Sa mère mentionne qu'elle a entendu qu'Alice a récemment combattu un bretteur aussi fort qu'un disciple saint, et sa mère est surprise que son adversaire soit aussi fort qu'un disciple saint. Elle mentionne que les disciples saints sont responsables de la protection de l'empereur, et qu'ils sont les plus forts de l'Empire. Alice lui demande si quelque chose ne va pas, et elle lui montre les cristaux au-dessus. Elle mentionne qu'il y a 100 ans, leur fondatrice a combattu des dizaines de milliers de soldats impériaux, et elle est toujours en vie. La fondatrice avait une sœur cadette qui n'était autre que Nébuli la première, et la lignée royale a commencé avec elle. L'Empire n'a jamais su cela, et ils se sont réjouis de la mort de la grande sorcière lorsque Nébuli est décédée. Alice remarque que la fondatrice est scellée dans les cristaux, et découvre que son sceau s'affaiblit. La reine mentionne que ce changement est survenu pour la première fois lorsqu'Alice a combattu Iska dans la forêt de Nelka, et Alice se demande ce que cela signifie. La reine déclare que le pouvoir astral de la fondatrice a dû réagir à quelque chose à ce moment-là, et elle se demande si Alice se souvient de quelque chose qui aurait pu avoir un tel effet. Alice se demande si c'était à cause des épées d'Iska, mais elle dit à sa mère que rien ne lui vient à l'esprit. La reine déclare alors qu'elle fera examiner cela par l'institution astrale, et elle dit à Alice de s'abstenir de retourner sur le champ de bataille jusqu'à ce qu'elle sache qui est ce bretteur. La scène passe ensuite à Alice à l'extérieur, et elle mentionne qu'elle a du mal à dormir, donc elle pourrait avoir besoin de changer de décor. Rin se rend compte qu'Alice veut retourner dans la ville neutre, et elle mentionne qu'elle pourrait rencontrer le bretteur là-bas. Alice dit que c'était juste une coïncidence, et cette fois, elle va profiter de sa pause. Ensuite, Alice et Iska se rencontrent à N, et ils n'en croient pas leurs yeux. Ils découvrent qu'ils vont au même endroit, et Alice se demande pourquoi un soldat impérial vient si souvent dans une ville neutre. Elle dit qu'il devrait protéger l'Empire, et Iska lui dit que l'exposition qu'ils vont voir est d'un artiste de l'Empire. Il se demande si elle devrait apprécier l'art d'un artiste impérial, et Alice lui dit que l'art n'a pas de frontières. Iska est d'accord, et il se demande s'ils devraient marcher ensemble jusqu'au musée, mais Alice refuse obstinément et part seule. Après un moment, nous voyons qu'elle est perdue, et elle parvient d'une manière ou d'une autre à revenir à la place de la ville en soirée. Iska arrive alors, et elle se demande pourquoi il n'est pas au musée. Il dit qu'il a déjà vu la plupart des pièces, mais qu'il ne l'a pas vue, donc il pensait qu'elle pourrait s'être perdue. Il lui propose de l'emmener au musée, et elle dit qu'ils ne peuvent pas y aller ensemble car elle est une princesse de la souveraineté, et lui un bretteur impérial. Iska mentionne qu'il s'attendait à ce qu'elle soit une princesse, et Alice n'en revient pas de lui avoir dit cela. Iska lui dit alors que l'art n'a pas de frontières, comme elle l'a mentionné, et la scène passe à eux regardant les œuvres d'art ensemble. Ils parlent tous les deux d'une des pièces, et découvrent qu'ils ont les mêmes opinions à ce sujet. La scène passe ensuite à eux assis sur un banc près de la place de la ville, et Alice donne une boisson à Iska en guise de remerciement. Elle dit qu'elle ne veut rien lui devoir, et pendant qu'ils boivent, elle lui demande quel âge il a. Il dit qu'il a 16 ans, et lui demande son âge, et elle mentionne qu'elle est plus âgée que lui. Après avoir bu, Alice remarque qu'Iska s'est endormie, et il repose sa tête sur elle, et elle se sent embarrassée. Elle pense qu'ils sont censés être ennemis, donc ils devraient être plus prudents. La scène se coupe ensuite à Iska qui offre une boisson aux membres de son escouade, et Jin pense qu'Iska avait l'habitude de prendre des canettes avant. Iska déclare qu'il l'a fait par réflexe, et il se souvient de son temps avec Alice. Rezia contacte ensuite leur escouade et demande à Iska de venir au Sénat impérial. La scène se coupe à lui au Sénat, et les 8 grands apôtres déclarent qu'ils ont entendu qu'Iska avait réussi à retenir la sorcière du calamité de glace. Iska mentionne qu'il n'a pas réussi à protéger le réacteur, et les 8 apôtres lui disent que sa mission était d'arrêter la sorcière. Le fait que l'Empire ait le pouvoir de faire face à la sorcière du calamité de glace est une réalisation militaire remarquable en soi, et il pourrait même être réintégré en tant que disciple saint pour cela. Ils connaissent également sa détermination à atteindre la paix, et il pourrait obtenir une audience avec l'empereur en tant que disciple saint, mais comme il est un criminel au sein de l'Empire, il devra appréhender la sorcière du calamité de glace avant qu'il ne le réintègre. La scène se coupe ensuite à Iska pensant à Alice en étant allongée dans son lit, et il appelle Miss Mi, et il lui dit qu'il veut manquer la séance d'entraînement de demain. Il mentionne qu'il veut parler à quelqu'un à N, et Miss Mi n'est pas sûre de cela, mais elle le permet à condition qu'elle vienne avec lui. Iska accepte, et nous voyons ensuite Alice dans sa chambre. Elle se souvient que l'autre jour, lorsqu'Iska s'était endormie, elle avait réservé un taxi pour lui, et elle pensait qu'elle ne faisait cela que pour le rembourser de lui avoir montré le chemin vers le musée. Ra entre alors dans sa chambre et mentionne qu'elle a un dossier sur le bretteur impérial. Elle dit à Alice qu'il est le plus jeune disciple saint de l'histoire, et Alice se demande pourquoi elle ne savait pas cela.
Ra lui dit qu'après sa promotion, il n'a jamais mis les pieds sur le champ de bataille, et sa promotion a été rétractée lorsqu'il a été emprisonné après avoir libéré un mage astral. Cela confond Alice, et elle dit à Ra de découvrir quel était le mage astral qu'il a libéré. Ra dit qu'elle aura besoin de quelques jours pour cela, et elle part. Alice regarde ensuite le mouchoir d'Iska, et sa mère arrive. Elle mentionne qu'Alice semble avoir un fort intérêt pour ce soldat, et elle lui rappelle que l'Empire est leur ennemi. Elle dit que c'est le désir le plus profond des mages astraux de vaincre et de renverser l'Empire, et elle mentionne que les artistes impériaux ne font pas exception. Ils sont également des pions de l'Empire, et il est impardonnable de collecter quelque chose de leurs expositions. Alice comprend, et la reine quitte la pièce. Alice se souvient alors d'Iska, et elle appellera à l'intérieur. Elle lui dit d'être prête à partir pour la ville neutre demain, et Ra mentionne qu'elle pourrait tomber sur Iska à nouveau, mais Alice dit qu'elle espère que cela arrivera parce qu'elle veut découvrir ses véritables intentions. La scène se coupe ensuite à Iska et Nismi se rendant à N, et Nismi se demande avec qui Iska a arrangé une rencontre. Iska dit qu'il n'a pas arrangé de rencontre, mais il a le sentiment qu'elle viendra. Il y a quelque chose qu'il veut vérifier, et il se dirige vers la ville. Les deux rencontrent Alice et Ra sur la place de la ville, et Alice mentionne qu'ils ont vraiment une connexion. Nismi lui demande qui est cette fille, et Iska les présente l'une à l'autre. Nismi est surprise de découvrir sa véritable identité, et les quatre se dirigent hors de la ville pour parler. Alice se demande pourquoi ils se détestent alors qu'il y a des villes pacifiques comme celle-ci, et elle dit qu'il y a un an, un disciple saint a été arrêté parce qu'il a libéré un mage astral, et elle se demande si ce disciple était lui. Il dit que c'était lui, et elle lui demande pourquoi il a fait cela. Il mentionne que la fille capturée n'avait que 12 ou 13 ans, et il n'aimait pas que l'Empire arrête un enfant. Alice dit que ses actions sont contradictoires, car il est venu la capturer dans la forêt de Nelka. Iska lui dit que ses actions ne sont pas contradictoires, et il mentionne que son objectif final est une négociation de paix. Il veut mettre fin à la guerre, mais l'Empire ne l'écoutera pas, et la souveraineté non plus, donc son plan était de prendre un descendant direct de Nebuli en otage. Il pensait que Nebuli céderait si la royauté était en danger, et Alice le croit, mais elle dit que la prendre en otage ne changera rien. Sa mère n'agira pas de toute façon, donc il n'y aura pas de négociation. La paix n'est qu'un rêve, car presque toutes les personnes de la souveraineté détestent l'Empire, et elle dit qu'elle est surprise que quelqu'un dans l'Empire se batte pour mettre fin à cette guerre. Elle mentionne qu'Iska devrait servir sous ses ordres, et Ra lui demande ce qu'elle dit. Elle dit que c'est insensé, et la reine et les autres princesses ne permettront pas cela. Alice dit qu'elles traverseront ce pont lorsqu'elles y arriveront, mais avant qu'Iska puisse répondre, le ciel commence à se fissurer, et Nebuli arrive. Iska est surpris de voir qu'elle est vivante, et Nismi pense que cela doit être une mise en scène par Alice, mais elle dit qu'elle n'a rien fait. Nebuli attaque alors Iska et Nismi, et la reine sent que quelque chose résonne avec son pouvoir astral. Elle découvre que Nebuli a été libérée de son sceau, et elle pense qu'avec son pouvoir, elles peuvent enfin vaincre l'Empire. Ensuite, nous voyons qu'Iska et tout le monde est indemne après l'attaque, et Iska se demande pourquoi la fondatrice a attaqué les mages astraux également. Alice dit qu'il l'appelle la fondatrice parce qu'elle a créé leur nation, et penser à elle comme une alliée serait de la pure arrogance. Iska se demande pourquoi elle attaque un de ses propres descendants, et Alice lui dit que c'est le système de défense automatique du pouvoir astral, mais elle ne sait pas à quoi il réagit. Elle pense que c'est frustrant car elle voulait régler l'affaire avec Iska entre eux, et elle demande à la fondatrice d'arrêter. La fondatrice ne l'écoute pas, et elle l'attaque, mais Ra la protège avec un golem. Ra est alors assommé, et Iska dit à Nismi de l'emmener à l'hôpital, et d'ordonner aux résidents de la ville d'évacuer la zone. Nismi comprend, et Alice et Iska se préparent à combattre la fondatrice. Nebuli reconnaît les épées qu'Iska manie, et elle pense que ce sont les épées qui l'ont éveillée. Elle mentionne que ce sont les épées de Crosswell, et Iska est surpris qu'elle connaisse son maître. Nebuli les attaque alors, et Alice gèle son attaque. Nebuli essaie de les attaquer à nouveau, mais Alice gèle son attaque une fois de plus. Alice mentionne qu'elle n'est plus la héroïne de la souveraineté, car elle vient de blesser un des mages astraux, et Nebuli lui dit qu'il faut plus que des idéaux pour sauver le monde. C'est pourquoi elle va devenir une sorcière et détruire l'Empire, et Alice et Iska lui disent qu'elle n'est plus nécessaire dans ce monde, car ils désirent tous les deux la paix. Nebuli invoque alors une bête pour les attaquer, mais Alice la gèle également, et Nebuli utilise la magie du vent. Iska parvient à tenir en plantant son épée dans le sol, et il empêche Alice d'être emportée. Alice perturbe alors l'attaque de Nebuli avec sa magie de glace, et Nebuli la frappe. Elle essaie ensuite d'attaquer Iska, mais il esquive, et Alice crée des escaliers pour lui permettre d'atteindre Nebuli. Nebuli essaie de l'attaquer, mais Alice le protège avec son bouclier de glace, et il parvient à vaincre Nebuli. Nebuli tombe alors, et elle disparaît dans la terre. Ensuite, Iska dit à Alice qu'il ne peut pas rejoindre son camp, et Alice réalise qu'ils vont être ennemis après tout. Iska dit qu'ils le seront, mais qu'il devrait appeler une trêve temporaire pour l'instant, car il est fatigué, et Alice est d'accord, mais elle dit qu'ils seront de nouveau ennemis demain. La scène passe ensuite à Iska et son équipe jouant à des machines dans le casino, et ils ne remportent pas le jackpot.
Miss Mi essaie de changer la machine pour qu'elle puisse gagner, et Néné se demande ce qu'ils font ici en premier lieu. L'histoire revient ensuite 2 semaines en arrière, et Rezia dit à Miss Mi que son unité travaillera sous ses ordres pour la prochaine mission, et que l'entraînement conjoint commencera le mois prochain, alors ils devraient profiter du temps qu'il leur reste. De retour au présent, les autres demandent à Miss Mi si c'est parce que leur prochaine mission est trop dangereuse et se demandent quelle est leur mission. Miss Mi leur dit que Rezia les informera de la mission la semaine prochaine, et Iska se demande pourquoi Miss Mi a choisi cet endroit pour se détendre. Miss Mi mentionne qu'elle veut gagner le jackpot, afin qu'elle puisse acheter le dernier modèle de char de combat, et avec cela, ils pourront éviter toute situation dangereuse lors de leur mission. Elle dit à tout le monde de tenter de gagner le jackpot, et Alice et Rin arrivent également au casino. Alice mentionne qu'elle n'est pas intéressée par les jeux d'argent, et elle se demande pourquoi ils sont ici plutôt qu'à N. Rin dit qu'il rencontrerait à nouveau Iska si elle va à N, et Alice mentionne que la prochaine fois qu'elle le verra, elle va le combattre, et Rin dit qu'ils peuvent le faire sur le champ de bataille, et elles vont essayer les machines à sous. Alice n'est pas intéressée par cela, et elle mentionne qu'elle doit choisir une date parfaite pour son combat avec Iska. Elle essaie de le faire, et Rin lui dit qu'elle n'est pas censée planifier un mariage, et Alice rougit. Elle commence alors la machine, et Alice gagne le jackpot. Rin va chercher le personnel, et Néné remarque le jackpot, et elle dit à Alice que c'est incroyable. Elle pense qu'ils peuvent facilement acheter ce char s'ils ont autant d'argent, et Alice partage quelques-unes de ses pièces avec Néné. Ensuite, nous voyons que Miss Mi n'a déjà plus de pièces, et Néné arrive avec les pièces qu'elle a reçues d'Alice, et elle leur parle de quelqu'un qui a gagné le jackpot et partagé ses gains avec elle. La scène passe ensuite à Alice marchant sur un chemin, et elle remarque une cabine de diseuse de bonne aventure en chemin. Elle entre, et la vieille dame lui demande ce qu'elle veut qu'elle lise. Alice mentionne qu'elle veut savoir quand elle va voir ce garçon qu'elle veut rencontrer. La vieille dame tire des cartes, et elle dit à Alice que les deux ont un destin intéressant, et que la personne qu'elle attend est toujours proche. Ils sont liés par un lien fort, et en ce moment, c'est le moment parfait pour qu'ils se rencontrent. Alice quitte ensuite le magasin, et Iska y entre ensuite. Il dit à la vieille dame qu'il cherche quelqu'un, et il veut savoir quand ils se rencontreront. La vieille dame lit sa fortune, et elle lui donne la même lecture qu'à Alice. La scène passe ensuite aux 8 grands apôtres disant à Rezia qu'un vortex a été signalé au sud de la vallée de Mudol, et que Namel est déjà en mission, mais qu'ils ont besoin de plus de renforts. Elle comprend qu'il parle d'Iska, et qu'il lui demande cela parce qu'elle est bonne amie avec Miss Mi. Rezia accepte de le faire, mais seulement cette fois, et la scène passe ensuite à son contact avec Miss Mi. Elle se demande s'ils ont lu les détails de l'entraînement du mois prochain, et elle dit que cet appel concerne une autre mission à laquelle elle les envoie. Elle explique ensuite que toute cette histoire de mages et de démons a commencé il y a environ 100 ans lorsqu'un dérive d'énergie astrale a créé le vortex. Sans le vortex, il n'aurait jamais vu la grande sorcière Nébuli ou toute autre sorcière, et en ce moment, il semble qu'un autre vortex va se former. Ce sera un problème si la souveraineté y a accès, car cela pourrait signifier la naissance de sorcières plus puissantes. C'est pourquoi elle veut que leur unité les arrête, et elle raccroche. La scène passe ensuite à Rin informant Alice que sa sœur Sisbel a observé une perturbation de l'énergie astrale. C'est peut-être un vortex, et il est situé dans la vallée de Mudol au sud-ouest de la souveraineté. L'Empire a également envoyé des troupes sur place, et Alice se demande pourquoi elle n'a pas été informée de cela plus tôt. Rin lui dit que la famille Zoa retarde intentionnellement leur rapport, et Alice se demande pourquoi les familles Lou, Zoa et Hydra, les 3 lignées royales, sont toujours en conflit. Rin explique ensuite que la vallée de Mudol est proche de la frontière de l'Empire, et que des forces astrales y sont toujours stationnées, et que c'est sous la juridiction des Zoa. Alice pense que la famille Zoa pourrait prévoir de garder l'énergie du vortex pour elle-même, et elle dit qu'ils devraient aller voir. La scène passe ensuite à eux au château des Zoa, et ils rencontrent Masked Lore là-bas. Il leur demande pourquoi ils sont ici, et elle mentionne qu'elle veut lui poser des questions sur le vortex dans la vallée de Mudol. Elle se demande pourquoi ils retardent les informations à ce sujet, et Masked leur mentionne qu'ils ne sont pas encore sûrs qu'il s'agisse d'un vortex. Il fait quelques autres excuses, et Alice réalise que lui parler est une perte de temps, et elle part. La scène passe ensuite au camp de l'armée impériale près de la vallée de Mudol, et Iska se demande si Miss Mi a signalé l'incident à N à ses supérieurs. Elle dit qu'elle l'a fait, et ils étaient furieux qu'elle n'ait pas un enregistrement de la grande sorcière. En parlant, elle remarque l'un de ses amis passés, et elle l'appelle. Elle la présente comme Shenoroth Gregory, et elle mentionne qu'elle et Miss Mi se sont rencontrées quand elles étaient des soldats de Baran. Namel arrive ensuite, et il dit à tout le monde de se ranger en ligne. Pendant la ligne, Jin mentionne que Namel porte un costume de camouflage optique de pointe, et Iska dit qu'il est le disciple saint du 8e siège, et qu'il vient de la force d'assassinat de l'Empire. Namel leur dit ensuite que leur objectif dans cette mission sera de sécuriser le vortex avant la souveraineté, ou de le détruire s'ils échouent à le sécuriser. Ils ne doivent pas gêner, car son objectif est de écraser les forces astrales, et il leur dit de continuer leur recherche du vortex. La scène passe ensuite à l'équipe de Miss Mi cherchant le vortex, mais ils ne le trouvent pas.
Le soir, Shanoroth contacte Missmi et lui dit qu'une de leurs unités cherchant le vortex est Emiya. Ils ont également perdu le contact avec les deux unités qui sont allées les chercher, et Missmi se demande s'ils ont été attaqués par les forces astrales, mais Shanoroth mentionne qu'il n'y avait aucun signe de lutte. Missmi dit qu'ils devraient retourner au camp pour l'instant car ils pourraient avoir de nouveaux ordres pour eux, et au camp, Namel leur dit qu'il n'est pas nécessaire de chercher les unités disparues. Il dit qu'ils doivent continuer à chercher et il part. Nen trouve étrange de ne pas envoyer une équipe de secours quand plus de 10 personnes sont portées disparues, et Iska dit qu'il va demander à Namel à ce sujet car il est son ancien collègue. Il essaie ensuite de parler à Namel, et Namel le reconnaît, mais il mentionne qu'Iska n'a pas le grade approprié pour lui poser une question. Missmi arrive alors, et elle dit qu'elle va parler au nom d'Iska en tant que capitaine. Elle lui demande pourquoi il n'envoie pas une équipe de secours pour les soldats disparus, mais Namel ne dit rien. La scène passe ensuite à Iska racontant cela aux autres, et Néné se demande s'il y a une opération secrète dont ils ne sont pas au courant. Nous voyons ensuite Rin demander à Alice si elle est sûre de vouloir aller dans la vallée, et elle dit qu'elle l'est. Rin se demande si c'est une excuse pour voir Iska, et Alice lui dit qu'Iska ne sera probablement pas là, et elle dit qu'elle y va en tant que princesse de la famille Lou. La scène passe ensuite à Alice au poste avancé de la vallée de Mudol, et les gardes stationnés là-bas essaient de lui dire que cette zone est interdite. Elle continue tout de même à avancer et remarque le vortex. Masked leur arrive alors, et Alice lui demande s'il a l'intention de monopoliser ce vortex. Il mentionne qu'il vient juste d'être trouvé et qu'ils allaient rapporter leur découverte à la reine. La princesse de Zoa nommée Kissing arrive, et Masked leur la présente à Alice. Elle ne se souvient pas d'elle et se cache derrière Masked leur. Il dit ensuite à Alice qu'elle peut lui laisser la défense du vortex, et il mentionne que Kissing devrait pouvoir s'en occuper toute seule, et que son talent pourrait même surpasser celui d'Alice un jour. Alice lui demande ce que la famille Zoa prévoit de faire avec le pouvoir de ce vortex, et elle se demande s'il veut entrer en guerre avec l'Empire. Masked leur déclare que tout le monde souhaite cela depuis 100 ans, et la scène passe à Néné informant les autres que des lectures de pouvoir astral proviennent de la base. Elle mentionne qu'elles sont différentes de celles du vortex, et Iska pense que cela pourrait être dû à un art astral. Missmi reçoit ensuite un appel confirmant que les lectures proviennent d'un art astral. Jin pense que les forces de pouvoir astral ont dû infiltrer leur base, et que les soldats impériaux disparus ont probablement été enlevés par eux. Iska se demande quels sont leurs ordres, et Missmi déclare qu'ils doivent continuer à chercher le vortex, et les autres déplacent tout ce qui est important vers la deuxième base. Nen remarque ensuite une lecture de pouvoir astral à proximité, et il voit un faisceau de lumière tiré vers le ciel. Il pense que cela doit être le vortex, et qu'ils pourraient être les premiers à le trouver. Jin leur dit qu'ils ne sont pas les seuls ici, et l'équipe de Shanoroth arrive. Elle se demande s'ils ont vu la lumière juste maintenant, et Missmi dit qu'ils l'ont vue. Shanoroth dit qu'avant de remarquer le vortex, la souveraineté avait tendu un piège au fond de la vallée pour capturer les soldats impériaux, et elle prend Missmi en otage. Tous les membres de son équipe enlèvent alors un patch de leur peau, et nous découvrons qu'ils sont tous des mages astraux. Shanoroth mentionne qu'elle a infiltré l'Empire il y a longtemps, et elle attaque Missmi. Namel arrive ensuite en utilisant son costume de camouflage, et il tue tous les membres de l'équipe de Shanoroth sauf Shanoroth elle-même. Shanoroth tente alors de s'échapper, et Namel essaie de la tuer avec Missmi, mais Iska l'en empêche. Jin tire un traceur sur la voiture dans laquelle il s'enfuit, et elle parvient à s'échapper. Namel se demande pourquoi Iska l'a arrêté, et il déclare qu'il peut le faire arrêter pour insubordination. Iska mentionne que pour l'instant, ils devraient se concentrer sur leur traque, et Namel déclare qu'il sait où ils vont, et il mentionne qu'il va bombarder cette zone, car elle contient le vortex, et c'est leur objectif de l'empêcher de tomber entre les mains de l'ennemi. Namel retourne ensuite à la base, et pendant ce temps, Alice pense qu'il s'agit d'un petit vortex, et que seulement quelques mages peuvent en bénéficier, même s'ils y plongent. Un garde les informe ensuite que Shanoroth est revenu, et Masked leur remarque qu'elle a capturé un soldat impérial. Missmi remarque alors Alice, et elle pense l'avoir vue quelque part, et lorsqu'elle essaie de révéler où elle l'a rencontré, Rin la met hors de combat. Elle mentionne qu'il était imprudent de la part de Shanoroth d'amener un soldat ennemi conscient à leur base, et Alice la remercie pour cela. Alice pense ensuite qu'Iska doit également être ici, et elle demande à Shanoroth l'emplacement du camp impérial en pensant que c'est maintenant sa chance de régler cela une fois pour toutes. Nous la voyons ensuite se diriger vers le camp de l'armée, et nous découvrons qu'Iska et les autres sont au camp des sorcières. Ils remarquent que leur traceur sur Shanoroth pointe près du vortex, et ils pensent que les autres pourraient également y être retenus. Un missile à courte portée de la base impériale atterrit alors autour de la base de la souveraineté, et Néné pense qu'à ce rythme, le prochain missile devrait arriver dans 20 minutes, et qu'il devrait être plus précis que celui-ci. Ils entrent ensuite dans la base de la souveraineté, et Iska remarque Shanoroth traînant Missmi. Il la libère, et Shanoroth tente de l'attaquer, mais il parvient à contrer toutes ses attaques. Kissing arrive ensuite, et elle utilise sa magie pour détruire le missile se dirigeant vers leur base, et Iska se prépare à la combattre. La scène passe ensuite à Alice à la base impériale, mais elle remarque que personne n'est là. Namel essaie alors de l'attaquer, mais Rin la sauve, et Namel se révèle. Alice le connaît,
et elle est en colère qu'Iska ne soit pas là, et elle mentionne qu'elle va se venger sur lui. Pendant ce temps, nous voyons Iska combattre Kissing, et il parvient à esquiver ou parer toutes ses attaques. Elle pense qu'il doit être un disciple saint et elle utilise sa capacité de recombinaison pour recréer le missile qu'elle vient de détruire, et le viser sur Iska. Nous voyons ensuite Alice combattre Namel, et Namel utilise son camouflage pour essayer de l'attaquer, mais elle bloque toutes ses attaques, et elle l'attaque avec des lames de glace. Il attrape certaines des lames, et les renvoie sur Alice, mais Ra la protège. Alice libère ensuite toute sa puissance, et elle gèle tout le camp, et Namel utilise cela comme couverture pour s'échapper. Alice et Ra pensent qu'elle devrait également partir, et elle remarque une explosion en direction du vortex. Ensuite, nous voyons qu'Iska a réussi à éviter l'explosion, et Kissing réalise que son épée noire peut couper à travers les arts astraux, et la blanche peut les raviver. Iska lui demande qui lui a appris une manière aussi destructrice de combattre, et cela rend Kissing furieuse, et elle utilise son dragon de ronce pour attaquer Iska, mais Iska se met derrière elle, et il la met KO. Missmi est contente qu'il aille bien, et Iska mentionne qu'il devrait se retirer pour l'instant, et il déclare qu'il va ramener ce sang pur avec lui, mais Masked leur parvient à le poignarder légèrement par derrière. Il prend Kissing, et il jette Missmi dans le vortex avant de partir. Iska saute après elle, et Alice remarque cela. Iska attrape Missmi, et Alice arrive après eux, et elle lui dit qu'elle le sauvera s'il accepte de la combattre une fois qu'ils seront de retour au sol. Iska accepte, et elle essaie d'utiliser sa magie de glace pour les ramener au sol, mais l'énergie astrale augmente, et ils sont projetés hors du vortex dans des directions différentes. Ra trouve ensuite Alice à l'extérieur, et Alice n'arrive pas à croire qu'un esprit astral leur ait barré la route. Elle pense qu'Iska devrait rester en vie jusqu'à ce qu'ils puissent se battre à nouveau, et nous remarquons qu'Iska et Missmi vont également bien, et ils retrouvent le reste de leur équipe. Nen se demande comment ils ont réussi à survivre à cela, et Iska pense qu'il doit une fière chandelle à Alice. La scène passe ensuite à Alice qui pense à sa dernière rencontre avec Iska, et Ra l'interrompt. Elle découvre qu'Alice pensait encore à Iska et elle déclare que si elle s'intéresse tellement à ce bretteur, il serait peut-être préférable d'organiser un combat entre eux. Il pourrait le rencontrer à nouveau s'il continue à visiter N, et Alice est excitée à l'idée de combattre Iska. Ensuite, nous voyons l'équipe de Missmi la réprimander pour son imprudence de l'autre jour, et elle s'excuse auprès de tous. Iska lui dit que ce n'est pas grave, et Missmi remarque alors que son bras se sent bizarre. Avant qu'elle ne puisse vérifier, Rezia arrive et leur parle d'une mission secrète pour infiltrer la souveraineté de Nebuli. Elle mentionne que leur objectif sera de capturer la reine Nebuli, et il demande à Rezia, le disciple saint, si c'est une blague. Elle mentionne que ce n'est pas le cas, et Iska lui dit que c'est impossible, et Néné déclare qu'ils doivent passer les sentiers du pouvoir astral pour entrer dans la souveraineté. Rezia mentionne qu'elle a raison, et elle explique que la crête astrale d'un mage est utilisée comme passeport dans la souveraineté, et que les personnes sans crête sont considérées comme des espions de l'Empire, mais il y a un moyen pour les gens de l'Empire d'infiltrer la souveraineté. Elle leur en parlera dans 3 jours, et elle leur demande de finir les préparatifs pour l'opération d'ici là. La scène passe ensuite à Alice et Ra attendant Iska à N, et nous découvrons qu'elle l'attendent depuis 3 jours, mais il ne se montre pas. Alice se demande pourquoi Iska ne se montre pas, car ils se rencontraient toujours ici jusqu'à maintenant, et Ra déclare qu'il pourrait être mort après l'éruption du vortex. Alice mentionne qu'il est vivant, et qu'elle va le combattre. Elle déclare qu'elle devrait se séparer et le chercher, et elle se sépare. Ra pense alors qu'Alice est censée être leur prochaine reine, et elle mentionne que la souveraineté de Nebuli a également beaucoup de conflits internes. D'autres attendent une occasion de prendre le trône, et même les sœurs d'Alice augmentent leur présence en préparation des prochaines élections. Il est temps de gagner plus de partisans et de se préparer pour l'avenir, donc la princesse ne devrait pas être si fixée sur un soldat impérial. Elle mentionne qu'elle va couper son destin avec Iska, et nous voyons ensuite Iska et les autres discuter de la mission d'infiltration de la souveraineté, et ils remarquent que l'épaule de Missmi la dérange encore. Jin se demande si elle a une éruption cutanée, et elle dit que ça doit être une piqûre d'insecte. Ils examinent ensuite cela, et découvrent que c'est une crête astrale. Missmi panique en voyant cela, et Iska lui dit de se calmer, et il se demande si elle sait comment elle a obtenu cela. Jin déclare que ça doit être à cause du vortex, et l'esprit astral à l'intérieur a dû posséder leur capitaine. 99% des gens ne sont pas possédés, peu importe la puissance de l'esprit astral, mais elle doit être un hôte convenable. Missmi n'arrive pas à croire qu'elle est devenue une sorcière, et Jin mentionne qu'elle peut faire examiner cela par un institut de recherche si elle veut confirmer, et Néné déclare qu'elle ne peut pas faire cela, car elle sera exécutée si elle est découverte. Jin mentionne qu'elle ne sera qu'emprisonnée si elle se rend, et Iska dit à Missmi qu'ils vont suivre ses ordres, et il lui demande de prendre une décision. Il mentionne qu'elle peut soit se rendre et rester emprisonnée et sous surveillance constante, soit cacher la crête, et elle peut continuer à être leur capitaine. Elle mentionne qu'ils seront également en difficulté si elle choisit la deuxième option et qu'ils se font découvrir, mais Jin lui dit de ne pas s'inquiéter de cela, et il lui rappelle qu'ils sont son équipe. Missmi déclare alors qu'elle ne veut pas arrêter d'être leur capitaine, et Iska mentionne qu'ils ne vont pas la quitter si c'est ce qu'elle veut.
La scène passe ensuite à Alice dans sa chambre, et elle est déçue de ne pas avoir trouvé Iska aujourd'hui non plus. Rin se demande s'il devrait abandonner N et essayer une autre tactique, et Alice déclare qu'ils ne peuvent pas faire cela maintenant. Elle élabore un plan pour chercher Iska le lendemain, et nous voyons ensuite Iska dans sa chambre, et il est visité par Néné et Jin. Iska leur demande comment va le capitaine, et Néné mentionne qu'elle s'est un peu calmée, mais elle passera la nuit avec elle juste au cas où. Jin déclare que c'est bien, mais ils ont besoin d'un moyen de cacher sa crête astrale, car elle sera exécutée sur le champ si elle est découverte. Nen déclare que le cas de leur capitaine est spécial, et Jin lui dit que les autres ne vont pas lui faire confiance après ce qui s'est passé avec Shanoroth. Ils pensent qu'ils doivent trouver quelque chose rapidement, et Iska remarque le billet pour l'exposition d'art dans sa chambre. La scène passe ensuite à Iska et Miss Mi à N, et ils s'excusent auprès de Miss Mi qu'elles doivent se cacher comme cela. Elle déclare que c'est bien, car c'est l'endroit le plus sûr pour elle en ce moment, et elle se sent moins stressée ici. Iska remarque ensuite la ville paisible, et il se demande si l'Empire était comme cela il y a 100 ans. À cette époque, l'Empire dominait le monde, et 60% des nations du monde étaient ses états tributaires. Cette époque devait être paisible, mais ensuite l'Empire a découvert le secret du corps céleste et une énergie inexplicable appelée esprits astraux. Ce pouvoir était si fort que les gens ordinaires qui le possédaient étaient étiquetés comme des sorcières et des démons, et l'Empire avait peur de ce pouvoir. La peur a causé l'oppression contre les personnes qui hébergeaient les esprits astraux, mais il croit qu'ils peuvent encore mettre fin à cette guerre. Il dit à Miss Mi que le moment viendra où elle n'aura plus à cacher sa crête, et il déclare que tous ses coéquipiers sont avec elle pour cela. Cela fait pleurer Miss Mi, et Iska lui dit qu'il devrait visiter les sites touristiques puisqu'ils sont ici. Miss Mi mentionne qu'elle va apporter des boissons avant cela, et elle part. Nous voyons ensuite Alice chercher Iska, et elle espère que cette guerre pourra se terminer bientôt, et que leurs villes pourront avoir la même paix que les villes neutres. Pendant ce temps, Iska pense que les 8 grands apôtres ne vont jamais libérer la reine s'ils parviennent à la capturer, et cela retardera encore plus toute chance de paix qu'ils ont. Alice se fatigue en cherchant Iska, et elle essaie de s'asseoir sur un banc, et elle est surprise de voir Iska là. Elle déclare qu'elle a passé des jours à le chercher et elle s'assoit. Elle mentionne qu'elle est contente qu'il aille bien, et elle se demande ce qu'il fait ici. Il déclare qu'il pense à quelque chose, et elle se demande s'il veut le partager avec elle. Il mentionne qu'il ne peut pas, et elle essaie de le faire parler, et Rin arrive. Alice lui dit que ce n'est pas ce qu'elle pense, et Rin déclare qu'ils étaient trop proches pour que ce soit rien. Elle donne ensuite du jus à Alice, et elle déclare que c'est l'endroit parfait pour faire une pause. Elle donne également du jus à Iska, et ils le boivent tous les deux. Ensuite, Iska s'évanouit, et Alice est surprise de voir cela. Rin s'excuse pour cela, et elle mentionne qu'elle a mis un somnifère dans son jus, et Alice rappelle à Rin que c'est une ville neutre. Rin déclare qu'elle n'a jamais imaginé qu'Iska boirait réellement, et elle voulait juste qu'il pense qu'Alice est dangereuse, et qu'il garde ses distances avec elle. Elle mentionne qu'elles ne peuvent maintenant que le prendre en garde à vue, et tandis qu'elles essaient de le déplacer, Miss Mi arrive. Elle leur demande ce qu'elles ont fait à Iska, et Alice ne lui donne aucune explication. Miss Mi libère alors le pouvoir de sa crête pour sauver Iska, mais Alice l'arrête, et Rin et Alice s'en vont. Ensuite, Rezia informe l'empereur qu'Iska a été kidnappée par la sorcière du Calamité de glace, et elle se demande ce qu'il veut qu'il fasse. Après, nous voyons Alice et Rin voyager en voiture avec Iska kidnappée, et Alice déclare qu'ils ne peuvent pas emmener Iska à la souveraineté car il y serait torturé et condamné à perpétuité. Elle mentionne qu'ils ne peuvent pas le laisser entrer dans la province centrale, car ce serait un désastre s'il s'échappait, et Rin déclare qu'ils se dirigeront vers Alcatroz, car c'est la province la plus proche d'ici. La scène coupe ensuite aux 8 grands apôtres découvrant qu'Iska a été kidnappé, et ils déclarent que cela n'affecte pas du tout leur plan. Ils doivent se concentrer sur l'opération secrète, et Rezia déclare que c'est ce qu'elle veut faire, mais l'empereur lui a dit de suspendre l'opération. Les grands apôtres se demandent ce qu'ils sont censés faire dans ce cas, et Rezia leur dit que le véhicule transportant Iska se dirige probablement vers Alcatroz, connu comme un secteur de prison. Salinger, le démon hérétique qui s'est opposé à la reine, est également détenu dans une prison là-bas, et s'ils peuvent le libérer, ils pourraient accepter de travailler avec l'Empire. Les apôtres pensent qu'il ne sera pas facile de gagner Salinger à leur cause, mais cela vaut la peine d'essayer et ils disent à Rezia de faire ce qu'elle veut. Ensuite, Rezia visite l'escouade de Miss Mi, et Miss Mi lui demande s'ils peuvent aller sauver Iska maintenant. Elle répond qu'ils peuvent, mais qu'il est difficile de traverser la frontière pour les soldats impériaux, alors ils utiliseront ceci. Elle explique qu'ils peuvent utiliser ceci pour obtenir un blason astral temporaire qui ne durera qu'une semaine, et Jin pense que l'équipe de recherche top secrète sur le pouvoir astral de l'Empire doit être responsable de la création de ces gadgets. Il utilise le gadget sur l'épaule de Miss Mi pour superposer son marque actuelle, et lui et Nen obtiennent un blason temporaire à eux. Rezia mentionne qu'ils se dirigeront maintenant vers Alcatroz, et chercheront secrètement Iska, et ils feront des ravages quand ils le trouveront. Pendant qu'ils font cela, les autres unités secrètes créeront également des diversions, et certains profiteront de la situation pour infiltrer le palais et capturer la reine. Ensuite, Alice et les autres arrivent à Alcatroz, et Iska se réveille.
Alice déclare que Ra avait dit qu'il ne se réveillerait pas avant demain, et Ra mentionne que sa tolérance aux drogues doit être plus élevée qu'elle ne l'avait anticipé. Iska se souvient alors de ce qui lui est arrivé, et il dit à Alice qu'il est déçu d'elle. Alice l'informe qu'elle n'a pas ordonné à Ra de faire cela, et Ra déclare qu'elle n'avait jamais anticipé que cela se produirait, et elle mentionne que c'est sa propre faute s'il a été capturé. La scène coupe ensuite à Miss Mi et son escouade passant les contrôles de sécurité requis avant d'entrer dans la souveraineté, et ils n'ont aucun problème. Ils entrent alors dans la souveraineté, et espèrent qu'Iska va bien. Nous voyons ensuite Iska et les autres dans une chambre d'hôtel, et Ra mentionne qu'elle a réservé une autre chambre dans cet hôtel, et qu'ils peuvent enchaîner Iska là-bas. Alice sait que Ra doit avoir réservé la plus petite chambre pour Iska, et elle mentionne qu'elle ne veut pas qu'il y ait de rumeurs selon lesquelles elle traite mal ses prisonniers. Ra n'aime pas cette idée, mais Alice insiste, et Ra déclare qu'Alice peut prendre la suite présidentielle à côté, et qu'elle surveillera Iska ici. Alice accepte cela, et elle laisse Iska aux soins de Ra. Ensuite, Rezia contacte Jin et les autres, et se demande s'ils apprécient leur première visite à la souveraineté. Jin déclare qu'il a entendu dire que ce district est rempli de prisons, et Rezia mentionne que des condamnés de l'intérieur et de l'extérieur sont rassemblés ici à Alcatraz. Elle leur dit ensuite de tourner à gauche, et ils découvrent que Rezia est également dans la souveraineté, et qu'elle les observe. La scène coupe ensuite à leur rencontre avec Rezia, et Rezia mentionne que maintenant qu'ils sont tous là, ils devraient se diriger vers la tour de prison d'Ol-Lugan, où Iska est détenu. Nous voyons ensuite Ra dire à Iska que c'est l'hôtel de prédilection pour la royauté de Nebuli, et qu'Alice prévoit de le garder ici jusqu'à ce qu'il puisse décider quoi faire de lui, mais c'est trop risqué. Elle mentionne qu'elle le considère comme une menace, et elle utilise un couteau pour blesser sa main. Elle déclare qu'elle dira à Alice qu'il l'a attaqué, et qu'elle a agi en légitime défense, et elle attaque Iska avec un couteau. Iska esquive ses attaques, et pendant ce temps, nous voyons Alice se demander ce qu'il devrait manger pour le dîner. Elle fait son choix, et elle va demander à Ra ce qu'elle veut, mais elle est surprise de l'avoir attaqué Iska. Iska la remarque, et il dit à Ra qu'il s'en rend compte, mais elle pense qu'il bluffe, et Alice demande à Ra ce qu'elle fait. La scène coupe ensuite à Jin et les autres infiltrant la tour de prison d'Ol-Lugan, et nous découvrons que Rezia les a aidés à entrer, et qu'elle est partie de son côté. Miss Mi se demande si Iska est vraiment ici, et Jin lui dit que les disciples saints quittent rarement la capitale, car ils sont les gardes de l'empereur, et Rezia ne serait pas ici si Iska n'était pas dans cette prison, à moins qu'elle n'ait une autre agenda. Ensuite, nous voyons qu'Alice a enchaîné leurs mains à elle et à Iska pour le surveiller, et elle dit à Ra d'utiliser l'autre chambre. Ra part, et Alice dit à Iska qu'il devrait se sentir honoré car elle le surveillera elle-même. Iska lui demande comment ils sont censés utiliser la salle de bain et dormir avec ses chaînes, et Alice ne peut pas croire qu'elle n'y ait pas pensé plus tôt. Elle mentionne que Ra a les clés, donc elle ne peut rien faire, et elle ressent ensuite le besoin d'aller aux toilettes. Elle appelle Ra, et la scène coupe à elle prenant un bain tandis que Ra surveille Iska. Iska lui demande ce qu'ils vont faire de lui, et elle mentionne qu'elle veut le garder enfermé ici pour toujours. Elle déclare qu'Alice lui avait proposé un accord avant, mais qu'il ne l'a pas accepté, et maintenant elle n'a aucune pitié pour lui. Cependant, ce n'est pas à elle de décider, et Alice sort ensuite du bain. Iska est surpris de la voir à moitié nue, et Alice est embarrassée. Elle se retourne, et Iska remarque son énorme blason astral. Alice lui demande ce qui lui vient à l'esprit quand il voit son blason, et elle mentionne qu'elle se fiche de ce que les autres pensent de lui, mais pour une raison quelconque, elle veut connaître son opinion. Iska lui dit ensuite que son capitaine est récemment devenu une sorcière, et bien qu'elle ait maintenant un blason astral, il la respecte toujours. Il lui demande si le blason astral est la raison de tout ce conflit, et il déclare que ce n'est pas le cas. Il mentionne que ce sont leurs idées et leurs positions qui les divisent, et que la raison pour laquelle il se bat n'est pas à cause des blasons astraux. Alice réalise qu'il ne se soucie pas de son blason astral, et elle se demande ce qu'il pense d'elle à part en tant que sorcière. Il déclare qu'il la considère comme une rivale, et cela fait tomber la serviette d'Alice de surprise. Elle mentionne que c'est la réponse qu'elle voulait, et elle est contente qu'il ne la traite pas de manière spéciale comme tout le monde. Iska lui dit ensuite qu'elle devrait maintenant porter quelque chose, et elle ne peut pas croire qu'il vient de regarder son corps nu. Elle mentionne que ce n'est pas juste, et elle déclare qu'il devrait aussi lui montrer son corps nu puisqu'ils sont rivaux, et elle essaie de lui enlever ses vêtements. Pendant ce temps, dans la tour d'Ol-Lugan, Rezia rencontre Salinger et elle se présente. Nous découvrons ensuite que Salinger le Transcendant est un démon emprisonné par la souveraineté il y a 30 ans, et Rezia lui demande s'il est vraiment Salinger, car il semble un peu jeune. Salinger déclare qu'elle a du cran de pouvoir lui parler ainsi, et il se demande comment elle a réussi à entrer. Rezia mentionne qu'elle a la citoyenneté de la souveraineté pour des moments comme ceux-ci, et elle lui dit qu'elle est là pour l'aider à s'échapper. Elle explique qu'il planifie une invasion à grande échelle, et il pensait qu'il pourrait les aider. Leur objectif est la reine actuelle, Milaverle ou Nebuli 8, celle-là même qu'il a capturée lorsqu'il a combattu contre la défunte reine il y a 30 ans. Salinger mentionne que chercher la vengeance n'est pas son style, mais il en a assez de vivre sous terre, et il s'échappe de sa chambre.
La scène coupe alors sur Iska regardant la vue nocturne de la ville, pensant qu'elle est plutôt paisible. Alice lui dit que parmi cette vue se trouvent des prisons qui détiennent des criminels, et Iska se demande s'ils sont de puissants mages astraux. Alice lui explique que tous les criminels violents n'ont pas de puissants esprits astraux, sauf une exception. Elle précise que la tour de prison d'Oldugan là-bas a le niveau de sécurité le plus élevé, et que le pire criminel du pays, Salinger le démon, y est emprisonné. Iska se demande pourquoi elle l'appelle un démon, et elle explique que c'est parce que Salinger a attaqué la défunte reine et s'est déclaré transcendant. Le qualifier de démon est une stigmatisation pour sa subversion contre la nation, et elle admet avoir trop parlé, lui conseillant de ne rien dire à Rin à ce sujet. Rin arrive alors et dit à Alice qu'il pourrait y avoir eu une intrusion à leurs frontières. Des groupes suspects ont été repérés dans 12 provinces en dehors de la province centrale, et un avertissement a été émis, pouvant être une force secrète de l'Empire. C'est également le cas pour cette province-ci, et Miss Mi et les autres remarquent alors les alarmes qui se déclenchent, se demandant s'ils ont été repérés. Jin indique qu'ils ne l'ont pas été car les alarmes n'ont pas sonné à leur entrée, et se demande si c'est à cause de Rezia. Il remarque ensuite l'équipe de réponse de la prison se dirigeant quelque part, et réalise qu'un mage pourrait s'être échappé de prison, car ils sont équipés pour faire face aux mages. Miss Mi pense que cela pourrait signifier que Rezia est en danger et qu'il devrait l'aider, mais le bâtiment entier tremble alors. Rezia contacte Miss Mi, qui comprend qu'elle est en sécurité, et lui demande ce que vient d'être ce bruit. Rezia explique qu'un mur a été soufflé pour accéder au secteur souterrain, et qu'un esprit astral de terre a ensuite fait un gros trou jusqu'au sommet. Miss Mi se demande ce qu'il est advenu d'Iska, et Rezia lui dit qu'il n'est pas là. À la place, il y avait un grand démon qui a fait des ravages, et elle demande à tout le monde de se retirer et de ne pas se faire capturer. Nen se demande alors si Rezia les a utilisés comme appât, et Jin dit qu'ils devront survivre pour lui demander des explications. Des gardes s'approchent alors d'eux, et Alice remarque des explosions dans la tour de prison d'Oldugan. Rin contacte ensuite la tour, et elle informe Alice que Salinger le démon pourrait s'être échappé. Alice déclare qu'ils doivent agir rapidement dans ce cas, sinon il pourrait s'en prendre à l'esprit astral de sa mère. Elle décide de s'y rendre et Rin lui dit qu'il est dangereux, mais Alice répond que personne d'autre ici ne peut l'arrêter. Elle demande à Rin de préparer un véhicule, puis dit à Iska qu'elle se dirige maintenant vers la tour, mais comme il est l'ennemi, elle ne peut pas partager les détails avec lui. Elle pense que cela la rassurerait si elle pouvait tout lui dire, se demandant s'il accepterait sa requête si elle lui demandait de l'aide. Elle lui dit ensuite de ne pas s'en préoccuper et part se changer. Après s'être changée, elle lui donne un remplacement pour le mouchoir qu'il lui a donné à l'opéra, espérant qu'il l'acceptera même s'il peut le laisser derrière s'il ne l'aime pas. Puis elle part. La scène passe ensuite à la prison, et Jin dit qu'ils ne peuvent pas attaquer directement ses gardes. Il dit qu'il attirera leur attention pendant que les deux autres les éliminent, mais Miss Mi dit qu'elle servira d'appât, car elle est une sorcière, et qu'il y a beaucoup de sorcières capturées dans ses cellules. Miss Mi se révèle alors aux gardes et attire leur attention. Ils tentent de l'attaquer et la poursuivent lorsqu'elle s'enfuit. Elle se retrouve encerclée, mais Jin et Nen les éliminent avant qu'ils ne puissent lui faire du mal. Miss Mi dit alors qu'ils devraient partir et que Rezia devrait leur offrir un barbecue pour les avoir fait passer par cela. Ensuite, Iska entend un téléphone sonner et découvre que c'est le sien qu'Alice a laissé derrière elle. Il répond à l'appel et découvre que Miss Mi est à l'autre bout du fil. Elle lui demande comment est sa situation et il dit qu'il est capturé au dernier étage d'une chambre d'hôtel et que personne n'est là. La sorcière de la calamité glaciaire vient de partir pour la tour d'Oldugan, et Miss Mi dit que c'est là où ils sont. Iska est surpris qu'il soit dans la souveraineté et elle dit qu'elle expliquera plus tard. Elle lui demande s'il peut sortir et il dit qu'il ne peut pas car il est menotté, mais il se rappelle qu'Alice a laissé derrière elle son mouchoir et ses instincts lui disent que les clés des menottes sont dedans. Il vérifie le mouchoir et trouve les clés, se traitant de fou de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Il enlève ensuite sa menotte et pense qu'il va aller aider Alice. Il dit à ses amis de rester à la tour de prison et qu'il sera bientôt en chemin. La scène coupe alors sur Alice et Rin se rendant à la tour de prison, l'armée impériale tirant sur leur voiture lorsqu'ils s'approchent. Ils sautent hors de la voiture avant qu'elle ne soit détruite et se dirigent vers la tour à pied. Alice remarque les curieux et dit à Rin de les sortir car des soldats impériaux pourraient se cacher parmi eux. Elle se demande comment l'armée impériale a pu franchir la frontière et Rin dit qu'en plus de cela, ils ont également provoqué une série de troubles. Alice déclare qu'elle résoudra tout cela un par un et commence à éteindre les incendies. Elle dit aux gardes qu'elle prendra le commandement en tant que deuxième princesse et dit à Rin de s'occuper de Salinger pendant qu'elle éteint le reste des incendies et donne des instructions aux gardes. Iska arrive ensuite à la tour, retrouvant ses amis. Ils sont heureux de le voir indemne et Jin dit qu'il devrait partir maintenant, mais Iska prend ses épées astrales et leur dit de se mettre derrière ce grand hôtel et qu'il les rejoindra là-bas dans 15 minutes. Il entre alors dans la tour de prison, pendant que Rin recherche Salinger. Salinger se révèle et dit qu'il s'attendait à un plus grand comité d'accueil. Rin lui dit qu'il mérite de mourir pour avoir tenté de voler l'esprit astral de la reine, mais Salinger dit qu'il n'est pas un voleur, mais un roi, et qu'il collecte simplement des impôts auprès de ses sujets.
Il dit qu'il deviendra plus puissant qu'un roi une fois qu'il aura tous les esprits astraux, mais Ra lui dit qu'il n'est qu'un criminel et qu'il ne pourra jamais transcender le sang royal même en 1000 ans. Elle l'attaque, mais il bloque avec de la magie du vent. Ra crée alors un golem de terre qui le frappe, mais il arrête l'attaque et détruit le golem. Ra utilise alors les morceaux brisés pour le restreindre, mais il prend le contrôle des morceaux cassés pour l'attaquer. Ra est gravement blessé et il lui dit que son esprit astral n'a aucune chance contre le sien. Ra se rend compte qu'il a volé un esprit de la famille royale et dit qu'il paiera pour cela. Salinger dit que la famille royale manque de volonté pour élever leurs puissants esprits astraux encore plus haut, ce qui n'est pas digne d'un roi, et c'est pourquoi il vise à être meilleur. Ra tente alors de l'attaquer, mais Iska la sauve. Salinger est surpris qu'il ait réussi à trancher son attaque invisible et Iska dit qu'il aidera Ra cette fois-ci, lui demandant si ce type est l'ennemi d'Alice. Elle déclare qu'il est, et il lui demande de lui promettre de ne pas l'empêcher, lui et ses amis, de traverser la frontière s'il parvient à l'arrêter. Ra promet à contre-séhur, et Salinger mentionne qu'il ne comprend pas pourquoi quelqu'un de l'Empire protégerait cette sorcière. Il affirme que cela n'a pas d'importance car il va mourir ici de toute façon, et il utilise quelques attaques sonores contre lui. La scène coupe alors sur la province centrale, et Schwartz, le majordome de la troisième princesse nommée Sisbel, lui dit d'entrer car une alerte a été lancée. Sisbel se demande ce qui se passe, et il lui explique que la force d'assassinat de l'Empire a été repérée dans leur nation. Salinger le démon s'est également échappé de prison, et ils enquêtent pour savoir si les deux cas sont liés. Schwartz mentionne que la princesse Alice prend elle-même le commandement, mais il trouve trop hasardeux qu'elle se trouve juste là. La scène passe ensuite à Iska se battant contre Salinger, et il coupe à travers ses attaques sonores. Salinger se demande comment Iska peut voir ses attaques sonores invisibles, et il découvre qu'il utilise le scintillement des flammes pour les détecter. Salinger l'attaque à nouveau, mais Iska esquive et le frappe, mais Salinger se protège avec de la magie du vent. Iska déclare alors qu'il traversera cette barrière, mais Salinger utilise la magie de la terre et du feu pour empêcher Iska de s'approcher de lui, et Iska esquive ses attaques avec l'aide de Ra. Il remercie Ra pour cela, et Ra mentionne qu'elle a juste besoin de son aide en ce moment, lui conseillant d'être prudent car Salinger pourrait avoir encore des atouts dans sa manche. Salinger leur dit qu'il se chauffe seulement, et il affirme que le véritable pouvoir des esprits astraux est plus grand qu'ils ne peuvent l'imaginer, et il leur montrera sa véritable profondeur. Pendant ce temps, nous voyons Alice diriger les gardes sur les actions à entreprendre, et Namel arrive pour se battre contre elle. Alice lui dit qu'il n'est pas le bienvenu ici, et elle se demande s'il est celui qui a attaqué la prison pour libérer Salinger. Namel lui dit qu'elle devrait se concentrer sur ce qui est devant elle, et il mentionne que Salinger va encore semer le chaos dans la souveraineté. Alice déclare qu'elle l'arrêtera et l'attaque, mais il esquive et se cache en utilisant le pouvoir de son costume. Alice lui dit de se montrer, et elle le repère en haut de la tour. Il affirme que sa mission ici est accomplie et il s'en va. Ensuite, Alice remarque Iska se battant contre Salinger, et pendant ce temps, Salinger dit à Iska que son esprit astral, réflexion d'eau, peut diviser un autre esprit astral en deux. Il peut également l'utiliser pour combiner deux pouvoirs contradictoires et les élever à un niveau supérieur. Salinger les attaque ensuite simultanément avec de la magie de glace et de feu, et Iska charge pour couper l'attaque, mais il est englouti par celle-ci. Salinger affirme que c'était une erreur et pense qu'Iska devrait être mort maintenant. Ra se demande si c'est pourquoi il vole des esprits. Salinger mentionne que c'est juste un sous-produit de son objectif principal, affirmant que son objectif final est de fusionner les humains avec les esprits astraux. Il déclare que seules 2 personnes ont atteint ce niveau et l'une d'elles était leur fondatrice, Nebuli. Il atteindra également ce niveau un jour, et Ra mentionne qu'elle va l'arrêter avant cela. Salinger se demande si elle ne comprend pas sa position même après la mort d'Iska, et Ra lui dit qu'Iska n'est pas quelqu'un à mourir si facilement, car son maître l'a reconnu comme son rival, et elle retarde juste le temps pour qu'il trouve quelque chose. Salinger pense qu'elle bluffe et tente de la finir, mais Iska l'attaque. Salinger esquive et Iska lui parle de la puissance de ses 2 épées astrales. Salinger réalise alors qu'Iska a coupé à travers la magie de gel et se gèle pour échapper à l'incendie. Il mentionne qu'Iska est un berserker, et Iska pense qu'il ne décevra pas Alice, car elle lui a fait confiance. Salinger tente ensuite d'attaquer Iska avec de la magie de vent et de foudre, mais Ra le protège, et Salinger dirige son attaque contre elle, mais Alice gèle son attaque. Iska attaque alors Salinger, et ils forment des épées pour se battre contre lui, mais Iska détruit les épées et, avant qu'il ne puisse porter le coup final, Salinger parvient à s'échapper. La scène coupe alors après que l'incident soit terminé, et Ra informe Alice que tous les prisonniers sont comptabilisés. Alice lui demande si ses blessures vont bien, et elle dit que oui, mais Alice lui demande d'être honnête, mentionnant que cela lui fait un peu mal. Ra se demande ce qu'ils vont faire maintenant, et Alice déclare qu'elle fera un rapport complet à la reine une fois qu'ils seront rentrés, se demandant pourquoi Iska n'a pas fui dès qu'il a déverrouillé ses menottes. Elle pense qu'il était obligé de venir ici car elle lui a donné les clés,
et elle dit à Rhin qu'il devrait retourner au palais. Ensuite, Namel retourne à l'Empire, et nous découvrons que c'était en réalité Rezia portant le costume de Namel. Elle rencontre le véritable Namel et lui demande comment s'est déroulée sa mission. Il mentionne que 2 forces spéciales ont réussi à infiltrer la province centrale, et la surveillance du palais est maintenant possible. Rezia pense que cela devrait mettre de bonne humeur les 8 grands apôtres, et elle déclare qu'elle va maintenant faire son rapport à l'empereur. Elle mentionne qu'il s'intéresse beaucoup à Iska ces derniers temps, et ailleurs, les 8 grands apôtres déclarent que les choses se passent bien jusqu'à présent. Ils pensent que ce serait idéal s'ils parvenaient à capturer l'un des purs sangs, mais les choses se déroulent dans leur sens maintenant. La scène coupe ensuite sur Iska et les autres traversant la souveraineté, et Iska se demande comment ils ont pu franchir la frontière en premier lieu. Il lui parle des crêtes astrales temporaires, mentionnant qu'elles devraient disparaître dans quelques jours. Iska remarque ensuite que leur capitaine semble aller mieux maintenant, et il se demande si elle a trouvé un moyen de gérer sa crête, mais il découvre qu'elle l'a juste oublié. Elle mentionne qu'elle était trop inquiète pour lui, et elle déclare qu'il devrait l'aider à élaborer un plan quand ils rentreront, ce à quoi il acquiesce. Ensuite, nous voyons Rhin et Alice au palais, et Alice dit à Rhin qu'elle est fière d'elle pour s'être battue si durement cette fois-ci. Rhin n'est pas trop heureuse car elle a dû compter sur Iska, et Alice pense à Iska. Elle appelle son nom, et Rhin lui dit qu'elle ne devrait pas le faire. Alice déclare qu'il est permis de l'appeler ainsi car ils sont désormais rivaux, et Rhin mentionne qu'Iska l'a sauvé et elle reconnaît qu'il est un guerrier respectable, mais elle devrait quand même éviter de prononcer son nom, surtout en souveraineté, sinon elle en informera la reine. Alice accepte cela, et nous voyons que Sisbel écoute cette conversation grâce à sa magie. Elle entend le nom d'Iska et se souvient que c'est lui qui l'a aidé à sortir de l'Empire, espérant pouvoir le revoir un jour. La scène passe ensuite à Namel et Rezia rencontrant l'empereur, et Rezia lui dit qu'Iska est revenu. L'empereur déclare qu'il devrait sauter cela pour le moment, et il mentionne que les 8 grands apôtres posent problème. Il ne peut pas croire qu'ils essaient toujours de capturer un pur sang, et Rezia affirme qu'il peut les arrêter s'il le souhaite. L'empereur mentionne que cela ne vaut pas la peine de son temps, et il déclare qu'il se passe quelque chose d'intéressant pour la première fois en 100 ans, il ne peut pas croire qu'une sorcière soit tombée amoureuse d'un épéiste impérial. Ensuite, nous voyons Sisbel rêver de sa mère en difficulté, et elle se réveille. Ensuite, elle remarque sa mère parler à des ministres tout en marchant dans le couloir, et les ministres essaient également de lui parler, mais elle s'en va. Nous la voyons ensuite dans sa chambre, et Schwartz lui apprend que la reine souhaite lui parler. Elle rencontre sa mère dans la salle du trône, et la reine lui dit de se rendre à Alzamira. Elle explique qu'Alzamira est une nation indépendante qui n'a pas déclaré sa neutralité, et il pense qu'elle entretient des relations avec l'Empire. Elle veut qu'elle utilise son esprit astral pour découvrir si c'est vrai, et elle se demande si elle voudrait emmener les gardes de la reine avec elle dans cette mission, mais Sisbel déclare qu'elle s'en sortira seule. Ensuite, un majordome informe la reine que la première princesse Eltéar est rentrée, et la scène coupe sur Iska quittant la salle médicale. Il rencontre ensuite ses amis, et ils sont heureux de savoir qu'il n'y a rien de physique qui ne va pas chez lui. Ils demandent comment se sont passés leurs contrôles médicaux, et ils mentionnent qu'ils doivent y retourner dans une semaine pour s'assurer que leurs crêtes artificielles ont disparu. Miss Smith s'inquiète car sa crête astrale ne disparaît pas, et Mishla de l'équipe de coordination médicale, ainsi que Rezia, arrivent. Mishla leur dit qu'ils travaillent trop et elle déclare que selon les lois militaires, le combat consécutif n'est autorisé que pendant 30 jours, et ils l'ont étendu à 45 jours pour les opérations spéciales, mais ils travaillent sans interruption depuis les 60 derniers jours. Elle déclare qu'ils travaillent trop sous les ordres irresponsables de quelqu'un, et ce serait mauvais si le public l'apprenait. Elle leur ordonne alors de prendre un congé de 60 jours et ils partent tous les deux. Miss Mi pense que les contrôles devraient également être reportés dans ce cas, et Jin déclare que cela leur donne plus de temps pour réfléchir à ce qu'ils vont faire avec sa crête astrale. Iska mentionne qu'ils devraient quitter l'Empire juste pour être en sécurité, et Nen déclare qu'ils devraient aller dans une station balnéaire, car cela aurait l'air naturel pour des vacances. La scène passe ensuite à Alice, ensevelie sous les papiers de travail, et Rin lui apporte encore plus de travail. Elle déclare qu'elle ne peut plus supporter cela, mentionnant qu'elle a aidé sa mère dans son travail administratif toute la journée. Elle a besoin d'un peu d'excitation, et Rin mentionne qu'elle en a eu assez il y a quelques jours. Alice entend alors des acclamations à l'extérieur, pensant que sa sœur aînée est peut-être rentrée. Rin mentionne que sa campagne pour séduire les électeurs doit bien se passer puisqu'elle est rentrée si tôt, et Alice déclare que pour l'instant, il devrait simplement la saluer. Elle quitte sa chambre et rencontre Sisbel dehors, mais elle s'enfuit à la vue d'Alice. Rin mentionne que Sisbel est différente ces jours-ci, et elle déclare qu'avant elle était aussi énergique et curieuse qu'Alice. Alice mentionne que les élections pour choisir la prochaine reine doivent rendre les choses gênantes, et elle le ressent aussi. Elle aimerait quitter la capitale si elle le peut, mais Rin déclare qu'elle ne peut pas le faire, car de puissants mages astraux sont rassemblés dans la province centrale en ce moment pour préparer l'invasion de l'Empire.
La reine envisage de répartir ce pouvoir dans toute la souveraineté, et Alice se demande pourquoi elle ne devrait pas partir. Rhin déclare que c'est Sisbel qui part à la place, et qu'elle se rend à Alzamira sur ordre de la reine, et après avoir entendu cela, Alice accepte de rester ici. La scène coupe ensuite à Schwartz et Sisbel partant, et avant de partir, Schwartz lui demande si elle va bien avec lui comme seule garde, et elle utilise ses pouvoirs pour voir que les ministres discutent avec qui il devrait se rapprocher pendant les élections. Elle dit à Schwartz qu'il est le seul en qui elle peut avoir confiance, et elle pense que son cauchemar va devenir réalité car un monstre essaie de prendre le contrôle de cette nation. Ils partent ensuite, et Sisbel se promet de protéger sa mère. Plus tard, LTA rend visite au Masqued Lord, et ce dernier est surpris que la fille aînée des loups vienne le voir, un Zoa, si peu de temps après son arrivée. LTA déclare que Lou et Zoa ne lui importent pas, surtout quand quelqu'un proche d'eux est impliqué avec l'Empire dans les coulisses. Masqued leur mentionne que c'est une chose intéressante à dire, et il se demande si elle a une preuve solide. Elle déclare qu'ils ne sont pas encore devenus des pions de l'Empire, mais elle ne sait pas ce qu'elle devrait faire, et Masqued leur lui demande qui est cette personne. La scène coupe ensuite à Iska et ses amis à Alzamira, et Jin mentionne que selon les rumeurs, Alzamira pourrait envisager de rejoindre secrètement l'Empire. Mismi mentionne qu'il fait vraiment chaud ici, et Iska remarque qu'elle prévoit de s'amuser autant qu'elle le peut. Ils pensent qu'ils doivent trouver un moyen de cacher sa crête pendant qu'ils sont ici, et Mismi lui dit qu'ils devraient aller à la plage pour l'instant. Ensuite, nous les voyons à la plage, jouant dans l'eau jusqu'au soir. Ensuite, ils retournent à l'hôtel, et nous remarquons que Jin porte Mismi, épuisé par l'épuisement. Iska dit alors à Jin d'avancer avec le capitaine, et il déclare que lui et Nen iront chercher le dîner au supermarché. Jin est d'accord, et avant d'aller au supermarché, Nen dit à Iska d'attendre ici pendant qu'elle va aux toilettes. Elle part, et Sisbel percute alors Iska. Ils se reconnaissent tous les deux, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Nen revient et Iska remarque qu'elle est partie. Tous deux se dirigent alors vers le supermarché, et Sisbel se demande pourquoi Iska est ici. Schwartz trouve ensuite Sisbel, et elle lui dit qu'elle a enfin trouvé le chevalier de ses rêves. Elle déclare qu'il devrait retourner à l'hôtel immédiatement pour qu'elle puisse tout dire à propos d'Iska. La scène coupe alors à Alice complètement épuisée après avoir terminé les papiers, et Rhin la félicite pour avoir tant travaillé. Elle mentionne qu'il y a une rencontre à 5 h du matin demain à la salle de la reine, et elle devrait aller saluer les invités individuellement. La reine entre alors dans la pièce et demande à Alice de l'accompagner quelque part. Ensuite, nous voyons Sisbel retourner à l'endroit où elle a rencontré Iska la nuit, et elle utilise sa magie pour voir le passé et découvrir où Iska est partie, et elle suit sa trace. Pendant ce temps, Alice demande à sa mère où elles vont, et la reine déclare que Sisbel lui a confié la clé de sa chambre. Elle va vérifier sa chambre, car elle pense que Sisbel agit bizarrement ces derniers temps et elle s'inquiète pour elle. Sisbel et Schwartz trouvent ensuite l'hôtel d'Iska, et Sisbel déclare qu'ils vont procéder comme prévu. Elle utilise ensuite une carte pour accéder à la chambre d'Iska, mais elle ne voit rien car il fait sombre dans la chambre, et Iska la maîtrise en la prenant pour une assassin. Pendant ce temps, au palais, la reine et Alice entrent dans la chambre de Sisbel, et Alice trouve un journal avec un article sur l'arrestation d'Iska. Elle se demande comment Sisbel connaît Iska, et de retour à l'hôtel, Iska découvre que la fille qu'il maîtrise est la sorcière qu'il a rencontrée plus tôt, et Sisbel se demande si Iska peut l'accompagner jusqu'à la souveraineté. Sisbel se présente ensuite et s'excuse d'avoir pénétré dans sa chambre la nuit. Elle lui dit qu'elle n'est pas habituée à être traitée aussi durement, et Iska se retire de dessus elle. Pendant ce temps, au château, Alice se demande si Sisbel pourrait les avoir vus, elle et Iska, se rencontrer dans une ville neutre, et elle déclare que c'est possible avec son esprit astral, mais Rhin lui rappelle que l'esprit astral de Sisbel ne peut voir qu'à un rayon de 300 mètres. Alice pense qu'elle pourrait avoir entendu leur conversation au château, et Rhin pense qu'elle a été prudente, mais Sisbel pourrait soupçonner Alice d'être liée à l'Empire. De retour à l'hôtel, Sisbel s'excuse auprès d'Iska de ne pas l'avoir remercié lorsqu'il l'a libérée des griffes de l'Empire. Elle déclare qu'à l'époque, elle pensait que tout cela était un piège, et pour montrer sa reconnaissance, elle essaie de lui donner son bracelet, mais il refuse de l'accepter, car il ne l'a pas sauvée pour recevoir une récompense. Sisbel dit ensuite qu'après qu'il l'a sauvée, elle a lu un article à son sujet dans un journal, et Iska se demande si c'est pour cela qu'elle connaît son nom. Elle dit que c'est le cas, et elle mentionne que c'est maintenant à son tour de rendre l'appareil. Elle promet de lui rendre l'honneur et le statut qu'il a perdu à cause d'elle, et elle lui demande de l'accompagner à la souveraineté. Cela rappelle à Iska Alice, et il demande à Sisbel qui elle est. Elle déclare qu'elle est une servante du palais royal, et il se demande pourquoi elle veut lui parler à lui. Il mentionne que puisqu'elle est proche de la famille royale, elle doit avoir des personnes sous ses ordres, et Sisbel lui dit qu'elle ne peut faire confiance à aucune d'entre elles. Elle devient un peu émotive, et elle dit à Iska qu'elle reviendra plus tard, puis elle part. Iska remarque qu'elle a laissé son bracelet,
et il se demande ce qu'il est censé faire avec cela. Pendant ce temps, au palais, Alice dit à la reine qu'elle n'a rien trouvé tout en cachant le journal qu'elle a trouvé, et Rhin suggère un plan. Elle déclare que Sisbel est dans une nation étrangère en ce moment, et si Alice lui parle seule, elle pourrait se confier à elle, car elle ne peut pas se cacher dans sa chambre en ce moment. La reine se demande si Alice peut faire cela, et Alice dit qu'elle fera les arrangements nécessaires, et elle se demande ce que Sisbel pense. La scène passe ensuite aux 8 grands apôtres qui discutent entre eux, et ils mentionnent qu'ils ont reçu des informations de leur allié selon lesquelles une sorcière de sang pur est à Alzamira, et c'est la fille de la reine Nébuli. Leur allié dit qu'ils vont la leur livrer, et ils pensent que c'est une bonne opportunité, car leur objectif principal est de capturer une sorcière de sang pur. Ils se demandent s'ils devraient déployer l'objet, et ils pensent qu'ils devraient le faire, et ils mentionnent que rien ne pourra arrêter cette arme. La scène passe ensuite à Eltear et Maskedlor se rencontrant à nouveau, et Maskedlor lui demande d'élaborer ce qu'elle a dit l'autre jour. Eltear mentionne que celles qui essaient de contacter l'Empire sont ses sœurs, et Maskedlor se demande si elle est sûre de vouloir lui dire cela. Elle mentionne que l'avenir de la souveraineté est plus important pour elle que les élections, et si ses sœurs essaient de trahir la souveraineté, c'est son devoir de les arrêter, mais elle pourrait ne pas être capable de faire la bonne chose quand le moment viendra, car ses sentiments pour ses sœurs pourraient se mettre en travers. Maskedlor comprend qu'elle veut qu'il soit celui qui agisse, et il accepte de l'aider. La scène passe ensuite à Alice se rendant à Alzamira en bus, et une dame dans le bus avertit tout le monde à propos du basilic qui est au sommet de la chaîne alimentaire dans cette région. Elle mentionne qu'il n'y a rien à craindre car ils ont un chasseur spécialisé dans le bus avec eux, et le bus s'arrête soudainement. Le chauffeur remarque des empreintes devant, et Alice va les vérifier. Elle remarque que les empreintes ne sont pas celles d'un basilic, mais elle trouve de l'huile de machine à côté des empreintes, et elle pense que cela ne présage rien de bon. Ensuite, nous voyons Iska et les autres changer d'hôtel, et nous découvrons qu'Iska a dit à ses amis qu'il changeait d'hôtel pour des raisons économiques. Il leur dit qu'ils peuvent réserver un hôtel de même catégorie à un prix moins cher s'ils quittent le centre-ville, mais sa vraie raison pour changer d'hôtel est d'empêcher les autres de s'impliquer avec la sorcière qu'il a rencontrée plus tôt. En chemin, Nen remarque que l'autocollant de la main de Miss Mi se décolle, et Miss Mi se rappelle qu'ils doivent aussi faire quelque chose à propos de son autocollant. Jin dit à Miss Mi de se concentrer sur le fait de s'amuser, car elle n'a pas assez de cerveau pour trouver quelque chose, et il mentionne que si elle s'inquiète, ils peuvent aller au marché général. Puisque c'est une ville indépendante, il pourrait y avoir des choses de la souveraineté et de l'Empire, et il pourrait trouver l'autocollant que Shanoroth utilisait pour cacher sa crête astrale. Miss Mi aime cette idée, et elle mentionne qu'ils iront dans les magasins généraux demain. Ils arrivent ensuite à l'hôtel, et Iska dit qu'ils peuvent avancer pendant qu'ils échangent leur monnaie pour le voyage de shopping de demain. Il part, et Jin soupçonne que quelque chose se passe avec lui. À l'extérieur de l'hôtel, Iska rencontre Sisbel, et il se demande comment elle a réussi à le trouver. Elle déclare qu'elle a bien dit qu'elle reviendrait, et il mentionne qu'ils devraient parler ailleurs. Ils vont dans un endroit où il n'y a personne autour, et Iska se demande si elle a pu le trouver grâce à son esprit astral. Sisbel dit qu'il a raison, et elle explique que son esprit astral a la capacité d'afficher le passé comme une vidéo. Elle l'a suivi en utilisant cela, et Iska se demande si c'est bien pour elle de lui dire des informations aussi cruciales. Sisbel dit que c'est sa façon de montrer sa sincérité, et elle lui dit que l'autre jour, elle a menti sur son identité, et qu'elle est en réalité la 3e princesse de la souveraineté. Iska se demande pourquoi la fille de la reine voudrait de lui, et elle explique qu'un descendant du fondateur cherche à tuer la reine. Cette personne prévoit de déclencher une guerre totale entre l'Empire et la souveraineté après la mort de la reine, et ils veulent profiter de la confusion pour éliminer la famille royale. Elle dit qu'elle a découvert ce plan grâce à son pouvoir astral, mais elle ne sait pas qui est derrière cela, donc elle ne peut faire confiance à personne. Elle mentionne que c'est pourquoi elle le veut, et elle lui demande de changer l'avenir avec elle et de sauver tout le monde de l'apocalypse. Nous voyons ensuite qu'Alice est arrivée à Alzamira, et elle rencontre Schwartz sur la route. Il est heureux de la voir, et il lui dit que Sisbel est portée disparue. Elle est partie seule en disant qu'elle avait quelque chose à faire, mais elle n'est pas revenue. Ailleurs, Iska dit à Sisbel qu'il ne veut pas non plus de guerre entre les deux nations, mais il ne peut pas la suivre. Il explique que cette guerre n'est pas la seule chose qu'il veut arrêter, il veut résoudre le conflit centenaire entre les deux nations par une négociation de paix. Sisbel dit que c'est impossible car leur peuple ne pardonnera jamais à l'Empire, et Iska mentionne qu'il le sait, mais c'est toujours la raison pour laquelle il se bat. Il n'est pas le seul à espérer cela, et il lui dit qu'il y a quelqu'un au sein de la souveraineté sur qui elle peut compter. Elle lui demande de qui il parle, et avant qu'il puisse lui répondre, Maskedlor arrive, et il se demande ce que fait Sisbel avec un soldat impérial. Il mentionne que la reine sera dévastée de savoir qu'elle a rejoint l'Empire, et Sisbel lui demande de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais nous voyons qu'il a enregistré leur conversation, et elle réalise que les Oa ne se soucient pas de la vérité tant qu'ils peuvent obtenir un avantage dans les élections.
Masked leur mentionne qu'elle peut penser ce qu'elle veut, et il dit qu'il devra la capturer pour suspicion de trahison. Sisbel essaie de s'enfuir, mais Masked leur envoie les mages avec lui pour la poursuivre, mais Iska les arrête. Il mentionne qu'ils sont censés être du même côté, et Masked leur dit qu'un traître ne mérite pas de pitié, et il lui demande de s'écarter de leur chemin, et Sisbel est arrêté par un mécha de l'Empire. Iska se demande ce qu'un soldat androïde de l'Empire fait ici, et Masked leur ordonne toujours à ses soldats de poursuivre Sisbel. Iska essaie de les arrêter, mais Masked leur se met en travers de son chemin, et les deux se battent. Certains mages assistent Masked leur avec de la magie de feu, et Masked leur mentionne qu'il ne laissera pas Sisbel s'échapper. Iska lui dit que Sisbel doit avoir une raison de lui parler, à lui, un soldat impérial, et Masked leur lui dit que sa raison n'a pas d'importance. Parler à quelqu'un comme lui est contraire aux règles, et c'est un crime grave qui peut la détrôner. Les amis d'Iska arrivent alors, et Jin déclare qu'il savait que quelque chose se passait avec Iska. Mismi remarque qu'Iska est face au mage qui l'a poussé dans le vortex, et Néné est surprise de voir le mécha de l'Empire ici. Le mécha détecte alors 6 mages dans la zone, y compris Mismi, et il donne la priorité à la capture de Sisbel, une pure sang. Avant qu'il ne puisse faire un mouvement, les mages l'attaquent pour empêcher de prendre Sisbel, mais ils ne sont pas à la hauteur. Le mécha continue de cibler la princesse, et il essaie de tirer un coup sur elle. Masked leur essaie d'interférer, mais Jin l'arrête, et Masked leur lui demande de ne pas interférer car cette affaire ne concerne pas l'Empire. Jin déclare qu'il ne se soucie pas de cela, il est juste en colère contre lui pour avoir poussé leur capitaine dans le vortex. Un des mages les attaque alors, lui et Mismi, et ils esquivent. Mismi dit à Masked leur que ce n'est pas un champ de bataille, et que cette nation n'a rien à voir avec la guerre. Masked leur déclare que tout sera reproché à la partie perdante, et ils continuent de se battre. Pendant ce temps, Iska sauve Sisbel de la décharge, et Néné dit à eux deux qu'ils doivent arrêter cette chose avant qu'elle ne puisse envoyer des données. Elle demande à Iska de lui acheter du temps, et il engage le mécha. Il le combat tout en protégeant Sisbel, et Sisbel se demande pourquoi il la protège même s'il a refusé d'être son allié. Il mentionne qu'il a ses propres raisons, et il déclare qu'il ne la donnera ni à Masked leur ni à l'Empire. Cela fait tomber Sisbel amoureuse de lui, et Néné attaque le mécha avec des missiles. Nous voyons alors Jin se battre contre Masked leur, et il parvient à blesser la main droite de Jin en utilisant sa capacité de téléportation. Jin lui tire alors dessus avec sa main gauche, mais Masked leur survit, car la balle a touché l'enregistreur qu'il gardait dans sa poche. Cela lui fait perdre des preuves pour poursuivre Sisbel, et il utilise sa capacité de téléportation pour enlever l'arme de Jin. Il entoure alors Jin et Mismi d'essence, et il dit à l'un des mages de les incendier, mais le mage ne peut pas utiliser sa magie. Nous découvrons que c'est à cause du pouvoir astral de Mismi, et Jin profite de cette ouverture pour briser le masque de Masked leur. Masked leur cache alors son visage avec ses mains, et il déclare que cette affaire ne mérite plus son attention. Il mentionne qu'il rendra l'appareil bientôt, et il part. Nous voyons alors que le mécha est toujours actif même après avoir encaissé les missiles, et il éteint son alimentation principale pour passer à l'énergie secondaire. Il se prépare à une attaque, et Sisbel remarque qu'il utilise de l'énergie astrale. Il tire alors une décharge puissante, et Iska et ses amis parviennent à l'éviter. Il se prépare pour une autre décharge, et Néné lui tire à nouveau dessus avec des missiles, mais il les contre en plein air. Iska dit alors à Néné de rejoindre Jin et les autres, et d'évacuer les personnes à proximité car le feu pourrait se propager. Elle se demande ce qu'il va faire, et il déclare qu'il va arrêter cette chose. Nen part alors, et Iska charge le soldat druidique tout en déviant ses attaques. Sisbel l'aide en confondant le mécha en recréant une tempête de sable qui a eu lieu ici dans le passé, et Iska profite de cette opportunité pour détruire le cœur du mécha. Le mécha ne tombe toujours pas, et il absorbe Sisbel pour l'utiliser comme cœur. Sa forme change, et Iska se demande ce que c'est. Il le combat, et il a du mal à résister à ses attaques. Alice vient alors à son secours, et il se demande ce qu'elle fait ici. Elle lui demande la même chose, et ils travaillent ensemble pour combattre le mécha, mais ils ne sont toujours pas à la hauteur. Alice réalise alors que c'est un esprit astral, et Iska se demande ce que l'Empire prévoit de faire avec ça. Les deux continuent de se battre et l'esprit les attaque, mais Alice le bloque avec sa barrière de glace, et l'esprit dit quelque chose en langue des esprits, mais ils ne comprennent pas. Il charge alors l'esprit tout en déviant toutes ses attaques, et il se crée une ouverture pour utiliser une attaque combinée. Leur pouvoir combiné parvient à abattre l'esprit, et l'esprit éjecte Sisbel. Pendant ce temps, les 8 grands apôtres perdent le signal du mécha, et ils pensent qu'ils doivent peut-être se méfier d'Iska. Ils mentionnent qu'ils passeront à la prochaine étape, et de retour à Alzamira, Alice et Iska se remercient mutuellement en tandem. Alice se rappelle qu'elle n'est pas censée se battre avec Iska, elle est censée se battre contre lui, et Iska mentionne que ce n'est pas si mal.
Sisbel se réveille alors, et elle se demande si Alice connaît Iska. Elle lui demande quelle est sa relation avec lui, et Alice déclare qu'elle ne le connaît pas du tout. Sisbel mentionne qu'il est trop tard pour mentir, mais Alice est catégorique à ce sujet, et Iska joue le jeu de son mensonge. Sisbel ne croit absolument pas à cela, et elle déclare que c'est bien que les deux ne se connaissent pas. Elle dit à Iska qu'elle est arrivée à la conclusion qu'il est le chevalier de ses rêves, et Alice rougit en entendant cela, mais Sisbel déclare que cela ne la concerne pas. Alice dit à Iska que Sisbel ne peut pas faire ça, et cela le met dans une situation difficile, mais il entend ses amis l'appeler, et il parvient à sortir de la situation cliché du harem. Il retrouve alors ses amis, et pendant ce temps, dans la capitale, Rezia découvre que l'arme expérimentale des 8 grands apôtres a donné un résultat inattendu. Namel lui demande où se trouve l'empereur, et elle mentionne qu'il doit profiter de son temps car cela fait un moment qu'il est parti. La scène se coupe alors à Salinger pensant qu'il s'est lassé de ce monde, mais Iska l'intrigue. Il remarque alors l'empereur devant lui, et l'empereur déclare qu'il a quelque chose d'amusant à dire à Salinger. Ensuite, Kissing accueille Masked lors chez lui, et il mentionne qu'il devrait la préparer pour les élections. Pendant ce temps, dans la salle du trône, Eltear rencontre la reine, et la reine lui dit qu'elle sait que c'est Eltear qui a divulgué des informations sur la destination de Sisbel, et elle lui demande si elle est la vraie Eltear. Nous voyons ensuite Alice et Iska parler seuls, et Alice se demande pourquoi ils continuent de se croiser comme ça. Elle mentionne qu'Iska devrait faire semblant de ne pas la connaître devant les gens de la souveraineté, et elle trouve excitant de partager un secret entre eux deux. Iska se demande si elle apprécie cela, et elle déclare que non, et ils se séparent. Merci d'avoir regardé toute la série. Veuillez aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir les nouvelles mises à jour de récapitulation d'anime.